Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Édouard Amouroux de Black Sheep. Tu es le cofondateur, Édouard, comment ça va ? Ça va super bien, il fait beau, il fait froid, bientôt de la neige, je suis très content. Effectivement. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire si, dans ton enfance, il y avait des signes précurseurs de ce qu'allait devenir ensuite ta carrière professionnelle ? Alors maintenant, quand je regarde en arrière, maintenant, oui, je me dis qu'il y avait des signes précurseurs. Enfant, je m'en rendais pas compte. Déjà, j'ai toujours aimé faire les choses par moi-même. J'ai toujours eu besoin de beaucoup d'autonomie. En tout cas, j'ai toujours apprécié avoir de l'autonomie. Et puis, j'ai toujours aussi été passionné par ce qui se passait dehors, par la nature, par l'outdoor. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai vraiment besoin d'être dehors, d'être à l'extérieur. Donc, ouais, je pense que ça, c'est des choses qui m'ont construit, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre petit Édouard et aujourd'hui ? Ça a été quoi les grandes étapes de ta carrière ? Il s'est passé pas mal de temps, je trouve, ou du temps long, je dirais. J'ai mis pas mal de temps à mûrir, j'ai l'impression, qu'il m'a fallu beaucoup de temps entre ma vie d'enfant et ma vie professionnelle. J'ai l'impression que je me suis un peu laissé porter pendant mes études. J'avais pas forcément de direction. J'avais l'envie d'être dehors. J'ai fait mes études à Grenoble parce que j'avais envie d'être en montagne. Donc ça me drivait. Mais après, j'avais pas forcément la finalité. Donc en fait, je me suis laissé un peu porter par mes passions, par ce que j'avais envie de faire. Et voilà, petit à petit, j'ai travaillé en montagne. Et puis après, j'ai eu envie de faire Black Sheep. Mais je dirais pas qu'il y avait de grosses étapes en dehors de ma volonté d'être dehors. Et comment t'as eu l'idée de Black Sheep ? Est-ce qu'il y a eu un événement un peu déclencheur, une sorte de haha moment ? J'ai acheté un vieux van avec ma copine qui est devenue ma femme aujourd'hui, un vieux T3 qu'on a retapé pendant un été parce qu'on avait envie ça nous faisait vachement envie en fait cette mobilité qu'apportait le van. On avait envie de faire des vacances et des week-ends comme ça. Et j'ai retapé le van. Mon associé Sylvain, il m'a pas mal aidé cet été-là. Et puis après, j'ai commencé à faire mes premières vacances et quand j'en ai parlé aux copains autour de moi, ils ont trouvé ça génial. Et je me suis dit, mais c'est super, c'est ça qu'il faut qu'on propose. C'est vraiment l'idéal pour accéder à l'extérieur. C'est vraiment un super outil. Donc c'est ça qui m'a motivé à lancer Black Sheep, ouais. C'était en quelle année ? C'était en 2011. 2011, le démarrage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as lancé ? Parce que c'est pas le tout d'avoir une idée. On sait tous que c'est l'exécution qui compte. Et tu t'es dit, c'est bon, je vais racheter tous les vans de la planète et les mettre en location ou... C'est quoi les grandes étapes, quoi ? Ah non, non pas vraiment. Moi j'étais salarié en station aux Arcs. C'était un hiver où il y avait pas beaucoup de neige. J'ai envoyé un mail à Sylvain, je lui dis écoute, on prend rendez-vous avec nos boss et puis on annonce qu'on se casse. On y va, on met les épaules dans la pente parce que si on le fait pas, en fait, on n'amorcera jamais le truc. Donc on en avait déjà parlé en amont, on avait déjà passé quelques soirées à en discuter. Comment est-ce qu'on pourrait faire, mais en fait on a vraiment commencé à se mettre réellement dans le projet du moment où on avait programmé notre sortie. En fait c'est vraiment quand on s'est retrouvé engagé dans la pente que on s'est dit là c'est bon, maintenant on peut plus faire marche arrière, il faut y aller. On a interrogé déjà tout notre carnet d'adresses, tous les copains, les potes de potes qu'on pouvait contacter pour discuter avec eux, ceux qui avaient eu une expérience professionnelle d'entrepreneur, comment ça se passait, le lancement. Enfin voilà, on a vraiment glané des infos vraiment partout, autant qu'on a pu. Et après, on a démarré les étapes les unes après les autres pour monter la boîte. Alors, on a eu pas mal de difficultés au début puisqu'en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'on n'avait pas d'argent. Donc, pour acheter les vannes sans argent, c'était compliqué. Quand je dis qu'on n'avait pas d'argent, c'est-à-dire qu'on avait 5 000 euros. Donc, pour lancer une boîte de location de véhicules qui coûte en moyenne 50 000 euros pièce, ça rend les choses un peu compliquées. Donc, on a été malin, on a trouvé des solutions. Et puis, ça nous a permis de démarrer. Donc, d'abord avec 4 véhicules le premier été, véhicules qu'on a loués.
juste pour la saison, pour prouver que le business model fonctionnait. Et puis après, petit à petit, on a grossi le parc. Voilà, on s'est entouré. Pareil, on n'avait pas des millions d'euros qui sont tombés du ciel, même au bout de la deuxième ou de la troisième année. Donc, on a développé le réseau en s'appuyant sur des partenaires, en s'appuyant sur des franchisés, pour pouvoir étendre le réseau et étendre Black Sheep. T'as mis ton propre van en location à ce moment-là? Non, il était trop vieux, mon van. On aurait bien aimé, ça aurait été pratique, mais non, on voulait pas mettre de vieux van parce qu'on voulait pas que l'expérience Black Sheep elle soit dégradée par des soucis mécaniques qu'on aurait pu avoir sur le véhicule. L'idée de Black Sheep, c'est pas je me fais plaisir avec un van, même si c'est un vieux VV et que c'est cool à conduire, c'est un truc sympa, mais en fait, quand ce type de vacances, c'est plutôt centré sur le véhicule. Alors que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une expérience à l'extérieur, c'est vraiment de vivre dehors. Le van, c'est un véhicule qui est compact, on vit autant dedans que dehors, et vraiment, ce qu'on propose avec le van, c'est ça, quoi. C'est l'accès à l'extérieur, la facilité d'être dehors. C'est le refuge qui se déplace partout où vous allez. Et du coup, quand tu es centré là-dessus, sur l'extérieur, il faut que l'outil que tu as pour y aller, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit performant. Donc plutôt des modèles récents du coup. Ouais, est-ce que tu as quelques anecdotes sur les premières années justement de cette aventure entrepreneuriale, y compris vous êtes maintenant à l'international, est-ce que vous avez rencontré des choses différentes et des choses un peu croustillantes bien sûr? Ouais, quand on a démarré, le premier été, donc on a loué des véhicules, on a fait faire des aménagements en bois par une école de menuiserie, pas par un menuisier parce qu'il fallait être vraiment au plus économique. Donc forcément, les plans de l'aménagement, moi je suis pas menuisier, Sylvain non plus, on n'est pas architecte, on n'est pas aménageur de véhicules, donc on a fait comme on le sentait, mais en essayant de faire quelque chose d'assez logique et efficace. Bon, on les a quand même bien poncés, hein, ces aménagements, ils ont tourné plusieurs années, mais il faut s'avouer que Volkswagen et les autres aménageurs font mieux le boulot que nous. Mais voilà, c'est vrai que c'était marrant de voir. Je me souviens que le premier client qui a réservé, parce qu'on a tout fait nous-mêmes, donc le plan des aménagements, le site internet, la commercialisation, on a tout fait par nous-mêmes. Et c'est vrai que le premier client qui a réservé, je me souviens que je me suis dit, mais il y a un client qui a réservé, il y a un mec qu'on connaît pas, qui nous a donné de l'argent pour partir en van avec nous. Je trouvais ça incroyable. Je me disais, mais comment c'est possible? On a réussi en fait. C'était super comme sensation de se dire, on a créé quelque chose ou on est en train de créer quelque chose, parce que quand il a réservé, on n'avait pas encore les premiers véhicules. C'était dans les rails, mais on n'avait pas encore. Et de se dire, bah ça y est quoi, il y a quelqu'un on a réussi à faire confiance. Enfin, on a réussi à avoir la confiance de quelqu'un pour louer un véhicule. Je trouvais ça super. Quelqu'un qui avait envie de partager l'expérience qu'on proposait en tout cas. Ça, c'est un beau moment de grâce, mais est-ce que tu as eu des grosses galères? Ouais, bah des grosses galères. Après, comme je disais, ça c'était chouette, mais il n'y a pas de manuel d'entrepreneur. Il y a pas vraiment de façon de faire. Et puis même si tu discutes avec un autre entrepreneur, en fait, il va pas forcément avoir les mêmes contraintes que toi. Donc au final, c'est pas forcément hyper simple à appliquer. Il faut toujours se dire ok, bah ça fonctionne chez lui parce que son marché il est comme ça, moi mon marché il est comme ça, donc ça peut pas fonctionner pareil. Par contre, comment est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne de la même façon? Donc en fait, t'es sans arrêt à te poser des questions, et en fait moi je vois vraiment la vie d'entrepreneur comme t'es sur un radeau en pleine tempête et il faut que le radeau il tienne l'eau. Il faut réussir à manœuvrer le radeau, il faut tenir le cap. Il y a des moments la mer elle est calme et t'as juste une petite brise qui te porte, et il y a d'autres moments où tu te prends des tempêtes dans la gueule et il faut tenir. Et ça, ce qui est compliqué, c'est t'as pas de bateau de sauvetage qui va venir te jeter une bouée et te dire c'est bon, regarde, je te tire, ça va aller par là. Tu peux avoir des phares, tu peux avoir des lumières au loin qui te donnent des idées, qui t'inspirent, mais t'as pas vraiment la marche à suivre. Donc en fait, des galères, t'en as tout le temps. T'en as avec tes équipes, tu peux en avoir avec tes clients, tu peux en avoir avec l'administration. Enfin, je veux dire, les sujets c'est sans fin, parce que tu trouves pas les informations, parce que t'as pas la marche à suivre. Et parce que parfois aussi, passer trop de temps à prendre des décisions en analysant toutes les conséquences, au final, ça fait que t'avances pas. Donc en fait, moi, je suis plutôt à me dire, bah voilà les options qui sont sur la table. J'essaie d'analyser rapidement les conséquences de chacune des options. Et puis à un moment, faut y aller en fait. Donc parfois en fait, quand tu fais ça, tu prends des mauvaises décisions. Et puis bah ça te revient dans la gueule. Mais ce qu'il faut, c'est pas grave. Après, tu te relèves. T'as appris quelque chose. T'as appris en faisant. Moi, je suis plutôt à me dire, t'apprends en marchant, plutôt que de se dire, on va tout analyser au microscope avant de lancer quelque chose. C'est plutôt test and learn
que essayer de faire quelque chose de beau et puis on verra bien. Je suis plutôt à me lancer dans le projet et voilà. Donc effectivement, bah oui, des galères, on en a eu plein et puis on en a encore. Ça, faut pas rêver, ouais. Bon alors, pour nos auditeurs qui voient pas Édouard, en l'occurrence, je te remercie pour la métaphore marine parce que il faut quand même voir comment t'es habillé avec ton petit pull marin. On dirait que t'es tout droit sorti de la Bretagne. Effectivement, il faut éviter le naufrage et justement, est-ce que t'as fait des grosses erreurs et surtout, qu'est-ce que t'en retiens? Ouais, j'ai fait. Oui, c'est sûr qu'on on a fait des grosses erreurs en faisant pas attention parfois aux signaux faibles, en se disant c'est bon, ça va passer, et puis en mettant pas la priorité forcément au bon endroit. Après, bah, ce que t'en retiens quand ça te revient dessus, bah, c'est exactement ça. C'est en fait comment j'aurais pu faire différemment, comment j'aurais pu faire pour pas que ça arrive. Et puis c'est souvent en fait que t'es dans ces situations-là que tu demandes de l'aide et que là t'as une réponse un peu plus évidente des gens un peu plus parce que c'est facile d'analyser une situation une fois qu'elle s'est passée. C'est facile d'analyser un problème une fois qu'il a eu lieu. Par contre, anticiper le problème, bah forcément c'est plutôt une série d'options et il faut choisir dans ces options. Par contre, quand t'as eu le problème, bah, c'est facile d'analyser et du coup, bah, il faut se servir de cette analyse pour pas que ça se reproduise. Donc, c'est ça c'est vraiment ça qui est super enrichissant, c'est faire en sorte d'apprendre de ses erreurs, pas se dire, bah, je me suis foiré, mais je vais refaire pareil et ça va fonctionner. Il faut être capable de changer de cap et de faire différemment. Et pour tout, et en fait, prendre suffisamment de recul sur la situation pour se dire, bah si je suis tombé, c'est pas que à cause du gravier qui était là sous ma roue de vélo. Si je suis tombé, c'est parce que bah j'allais trop vite, je suis arrivé trop vite dans le virage et en plus il y avait un gravier. C'est toujours une succession de problèmes et ça on le voit quand il y a un client qui est pas content suite à une location, c'est pas parce que le robinet il a pas fonctionné, parce que le fusible a pété. En général, s'il y a eu que ça comme problème, bah ça fait partie des aléas du direct et le client si on l'a suffisamment informé, si on l'a suffisamment pris en charge, c'est OK, il y a pas de problème. Par contre, le client, il va pas être content s'il a eu une succession de petits cailloux dans la chaussure. À la fin, il a mal au pied, il peut plus avancer. C'est un peu ça, c'est remonter suffisamment en fait le fil du problème qu'on a rencontré pour se dire OK, bah en fait le problème c'était pas de mettre une boîte de fusibles pour pas que ça arrive. Le problème c'est comment je fais en fait pour que le véhicule tombe pas en panne pendant la location. Donc on remonte le fil au maximum et puis on met en place un process. Mais pour autant, le process qu'on va mettre en place, bah on va l'essayer quelques mois. Il faut quand même se laisser le temps d'essayer, mais pour autant ça va pas fonctionner. Donc en fait, il faut se dire ok, bah en fait je vais faire autrement. Et en fait peut-être qu'il faut que je prenne plus haut, peut-être qu'il faut que je prenne plutôt à droite. En fait peut-être que finalement ce véhicule, j'étais persuadé que c'était le bon véhicule, qui était adapté, qui était aux attentes de mes clients. Bah peut-être qu'en fait il correspond pas, tout simplement. Parce que même si sur le papier il est très beau, à l'usage ça marche pas. Donc en fait plutôt que de me forcer à proposer ce véhicule, peut-être qu'il faut en proposer un autre. Donc voilà, c'est plutôt essayer de think out of the box et ou proposer un autre chemin pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile? Où est-ce que tu puises ta motivation finalement? Moi, j'aime beaucoup les challenges. Comme je disais, j'aime beaucoup la montagne. J'ai fait pas mal d'ultra trail par le passé et je pense que ça a vachement forgé ma résistance à l'effort, on va dire. Et j'aime vraiment me dire, j'ai un objectif, il faut que j'y arrive. Je sais que j'en suis capable. Et puis c'est le côté un peu bourrin en mode bah je l'ai déjà fait, je suis capable de le faire, je sais que je suis capable de le faire, sinon je me serais pas engagé dedans. Donc j'y vais quoi. J'y vais. J'irai pas partir sur quelque chose que j'ai jamais fait ou je sais pas par quel bout prendre les choses. Si je me lance dans quelque chose, c'est que je suis convaincu que je peux y arriver parce que j'ai eu de l'expérience, parce que donc euh, donc ouais en fait l'énergie je vais la chercher dans en me disant que j'en suis capable parce que je l'ai déjà fait ou parce que j'ai déjà fait quelque chose de similaire et que je sais que ça va le faire. Je me fais confiance et j'y vais. Et c'est quoi pour toi le risque finalement? Bah, en fait, au final, si tu prends du recul, que tu regardes la situation, tu te dis en fait là, je risque quoi? Surtout dans les situations professionnelles, il y a rarement quelque chose qui est pas réparable. Il y a rarement une solution où c'est une impasse. Tu peux toujours te sortir d'une mauvaise passe. Et en outdoor, tu as aussi ce genre de situation. Alors par contre, bah là, tu vas potentiellement engager un peu plus facilement ta vie. Mais en fait, il faut pas partir à l'inconnu sur quelque chose que tu sais pas, surtout sur de l'outdoor. Mais pour autant, même si ça t'arrive de partir sur un chemin d'un point de vue professionnel, sur un chemin que tu maîtrises pas et que tu te retrouves coincé ou bloqué,
En fait, en posant des questions, en demandant de l'aide, il y a toujours quelqu'un qui va venir t'aider, qui va t'apporter quelque chose. Moi, je me souviens, ça m'avait frappé dans le livre de d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, qui raconte que il propulse quelqu'un au rang de DAF, et en fait cette personne se rend compte qu'elle a jamais fait de finance de sa vie. Et en fait, ce que fait cette personne, c'est qu'elle va contacter tous les banquiers en disant: écoute, je dois faire ça, j'y connais rien, explique-moi c'est quoi le métier. Et en fait, les gens, du moment où tu leur demandes de l'aide, bah, ils vont apprécier partager en fait leur savoir-faire, leur connaissance. Donc en fait, voilà, faut pas hésiter à demander de l'aide autour de toi. C'est là que tu vas faire les meilleures rencontres en plus. Et voilà, de fil en aiguille, tu vas trouver des solutions. Ok. Et alors, du coup, toi, tu dirais que c'est quoi les plus gros risques que tu as pris dans ta vie et surtout pourquoi est-ce que tu les as pris? Je dirais, d'un point de vue, d'un point de vue sportif, je dirais que c'était aller en Amérique du Sud avec mon associé, gravir des montagnes il y a 15 ans de ça, 20 ans presque, en totale autonomie, en se disant on est capable de tout et ça va bien se passer. Avec du recul, je me dis qu'on a peut-être un petit peu trop mis les épaules dans la pente parce qu'on n'était pas suffisamment expérimenté pour parer à toutes les éventualités, à tout ce qui aurait pu nous arriver. Bon, on s'en sort indemne, hein. Mais d'un point de vue professionnel, je dirais pas qu'il y a eu de grands risques de pris parce qu'en fait, je me dis qu'il y a toujours une option. Donc, il y a toujours un plan B, il y a toujours une façon de se sortir d'une impasse. Donc, plaquer ma vie de salarié pour être entrepreneur, je dirais pas que c'est une prise de risque parce que enfin, c'est une prise de risque, oui, si t'as une responsabilité financière et que le projet dans lequel tu t'engages risque de prendre du temps pour aller chercher de la rentabilité, mais en soi, déjà en France, on est quand même bien loti pour les entrepreneurs. Le système, il est quand même bien fait, mais je dirais pas que j'ai pas eu la sensation que ce soit une prise de risque. Moi, j'ai plutôt l'impression que les prises de risque que j'ai prises, c'est plutôt dans le sport, et je l'ai fait pour juste l'envie de me dépasser en fait. Juste l'envie d'atteindre un objectif, d'accomplir quelque chose. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier? Et ben quand on a démarré Black Sheep, évidemment personne nous connaissait, mais on se voyait grand et surtout on avait envie d'être la marque qui représente, enfin qui travaille avec l'outdoor et qui représente l'outdoor. La première année, on était allé à un salon de boîtes de l'outdoor. On était allé rencontrer toutes les boîtes qui nous faisaient rêver, type Salomon, type Patagonia. Et en fait, on est tous allés voir les gens qui étaient sur le salon en leur disant: hey, salut, moi c'est Black Sheep, j'aimerais bien qu'on fasse un partenariat. Forcément, on avait 4 véhicules, les mecs ils étaient sympas, mais concrètement ils avaient pas grand chose à nous donner comme billes. Et puis nous on n'avait pas grand chose à leur apporter non plus, donc il y a pas de deal qui en sont sortis. Et puis bah voilà, 15 ans après, maintenant on travaille vraiment avec l'outdoor. On accompagne des athlètes type les frères Delru, Victor et Xavier, qui sont des gens super avec lesquels on prend beaucoup de plaisir et à travailler et à passer du temps avec eux. Voilà, on a la chance que il y a des gens comme ça qui nous fassent confiance, comme Mathis, ou les marques, ou je pense aussi à François Daen, ou les marques avec lesquelles vraiment on est en partenariat et maintenant on parle d'égal à égal. Ça, c'est pour nous, c'est vraiment une grande réussite parce que quand on a démarré, on était très loin de ça et maintenant on a la sensation qu'il y a une forme de reconnaissance par rapport à ça, et pour nous, avoir cet ancrage dans l'outdoor, c'était important. Donc ouais, il y a de la satisfaction par rapport à ça, c'est cool, ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est think out of the box, je dirais. Alors, si tu me reposes la question la semaine prochaine, je te dirai peut-être autre chose. Mais mais non, je trouve que c'est un truc qui revient souvent. On était allé voir un loueur de van à l'étranger, à l'époque où on allait s'inspirer d'un peu tout ce qui se faisait. Il avait trouvé des super solutions pour aménager ses véhicules parce qu'il avait vraiment des contraintes d'approvisionnement pour respecter ses coûts et respecter sa logique business. Et du coup, il avait trouvé des super solutions. J'avais trouvé ça super. Et je me souviens que pour faire les éviers de ses vannes, il utilisait des saladiers en inox Ikea, qui étaient du coup 200 fois moins cher qu'un saladier, qu'un bol, qu'un évier en inox que tu pouvais acheter même sur internet pour faire en taille réduite pour les vannes. Et du coup, je trouvais ça super. Et puis il me regarde, il me dit: bah ouais, en fait, faut juste voir les choses différemment. Tu peux détourner les objets et tout. Et j'avais trouvé ça super.
C'est quelque chose qu'on fait tous un peu naturellement, mais se l'entendre dire, c'est toujours agréable. Est-ce que toi, tu donnerais un conseil en particulier à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Ouais, moi je dirais qu'il faut y aller, il faut foncer, à un moment il faut prendre des décisions et il faut avancer, il faut mettre un pas, il faut enfiler ses baskets pour partir courir, il faut mettre son blouson pour aller dehors. Enfin voilà, une fois que tu t'es dit ah il pleut, il fait pas beau, mais t'as mis ton manteau, bah ça y est, c'est parti quoi. Tu peux sortir. Bah là c'est la même chose. Faut faire le premier pas. Il faut y aller. Il faut envoyer ce mail à son boss pour dire allez, je vais partir, je vais quitter la boîte parce que j'ai un projet pro. Voilà, il faut engager, il faut parler de son projet. Il faut en parler autour de soi. Il faut en parler pour le challenger et puis après il faut y aller quoi. Faut foncer. Comment tu vois l'avenir de ton business pour les 10-15 prochaines années? Moi, ce que je vois, c'est que il y a une appétence globale pour l'outdoor, pour la nature, pour l'extérieur. Il y a la volonté des gens de faire des voyages un peu plus locaux, un peu moins longue distance, un peu plus authentiques, un peu plus en immersion. Et je trouve que le van, c'est un super outil pour ça. Tu te dis là, ce week-end, je vais dans le Morvan. Si tu y vas en prenant la première sortie d'autoroute et en allant dans le premier Formule 1 que tu trouves au mois de décembre, il y a de grandes chances que ton week-end il soit pas terrible. Par contre, si tu y vas en van en te disant je vais aller faire une rando dans le Morvan, tu vas garer ton van, tu vas te réveiller le matin, tu vas être en pleine nature. Ça y est, c'est parti, ça a rien à voir. T'es au même endroit, tu fais le même week-end, mais juste t'as pas le même outil pour le faire. T'es en immersion et je pense que les gens ils vont plutôt vers ça, ils vont plutôt chercher ça. Donc je suis assez confiant sur l'attente des gens pour aller profiter de l'extérieur et aller chercher quelque chose d'authentique. Et je suis convaincu que le van c'est vraiment le bon outil pour le faire. Qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Qu'il y a toujours une solution. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi et qu'on va y arriver. Est-ce que tu aurais pour terminer un conseil de livre ou de documentaire ou de film à regarder? Tu as cité tout à l'heure Let My People Go Surfing d'Yvan Chouinard. Est-ce que tu aurais une autre référence? Ouais, j'ai bien aimé aussi L'entreprise du bonheur. J'ai plus l'auteur. Tony Che. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est un super bouquin qui est très inspirant dans sa façon de voir le fonctionnement des gens et d'une communauté. Et voilà, je trouve que ça c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette et d'inspirant de voir que à plusieurs on peut faire de belles choses. Et puis après, bah effectivement, comme j'ai cité tout à l'heure, Homme d'affaires malgré moi, j'ai trouvé que je trouve que c'est un super bouquin. Je l'ai relu il y a pas longtemps et je trouve que c'est vraiment très très inspirant. Ouais. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? La question que tu m'as pas posée, non, je crois que t'as pas mal balayé. Non, ouais, j'ai pas la question. J'ai pas la question mystère. Merci beaucoup, Édouard Amouroux, cofondateur de Black Sheep, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de manuel du parfait entrepreneur. Il faut sans arrêt se poser des questions pour tenir le cap, y compris en pleine tempête. Parce qu'il n'y a pas de bateau de sauvetage en cas de naufrage. Et une fois la tempête passée, c'est très important de débriefer pour éviter que le problème ne se reproduise. Le deuxième point, si vous avez peur de vous lancer, demandez-vous quel est le risque le plus important auquel vous vous exposez vraiment. Et n'ayez pas peur de demander à ceux qui savent pour aller glaner des informations qui vous aideront dans votre projet. Et enfin, le dernier point, c'est la punchline de l'épisode. On y va, on met les épaules dans la pente pour ne plus faire marche arrière. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.